Bonjour les amis, bienvenue dans le cercle des cariatides, il est 17h et nous sommes dans l'émission qui scanne la vie des femmes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle que bien entendu, nous sommes audibles sur IRM.radio. Vous pouvez également nous voir sur twitch.tv/IRM Radio. Vous pouvez même participer à l'émission en nous envoyant vos commentaires, en nous envoyant vos questions, vos interrogations au numéro 07 71 59 62 68. 07 71 59 62 68. Le Cercle des Cariatides est une émission qui est centrée sur les femmes. On s'intéresse à des sujets divers. On va en profondeur. Surtout des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. C'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. On vous propose des pistes de réflexion qui donnent à réfléchir, qui sortent des sentiers battus et aussi qui bousculent les préjugés dans des thèmes assez divers sur des faits de société. C'est toujours centré sur les femmes, sur des femmes influentes sur les actualités, sur les nouveaux livres, des événements, enfin vraiment différentes choses centrées sur les femmes. Alors aujourd'hui, comme de coutume, on va s'intéresser à un sujet dont on parle assez peu et qui est particulièrement important pour nous les femmes. On va s'intéresser à comment se réapproprier notre pouvoir personnel. Comment avoir accès à cette souveraineté, à cette idée, à notre plein potentiel et vraiment sentir que nous avons notre vie en main, que nous prenons vraiment notre vie en main. Donc, le pouvoir personnel, c'est quelque chose qui influence notre énergie vitale, notre capacité à prendre des décisions pour notre vie. Ça va aussi conditionner notre aptitude à poursuivre nos rêves, à poursuivre notre mission de vie. Et cependant, au fil des épreuves de la vie et aussi au cours des croyances limitantes qui vont s'accumuler, on va constater que notre pouvoir personnel va vraisemblablement s'effriter, s'amenuiser au fur et à mesure. Et ça va impacter notre étincelle de vie. Alors aujourd'hui, on vous propose vraiment des pistes pour comprendre comment le réapproprier, notre pouvoir personnel, autant que possible. Et dans le cercle des cariatides, on vous propose vraiment des clés qui sont pratiques, que vous pouvez utiliser immédiatement. Et il faut que ça soit très pragmatique aussi. Donc, on va aller plus en profondeur. Alors, si on considère que notre pouvoir personnel reflète notre puissance de vie et d'action, il est aussi relié d'une certaine façon à une sorte de complétude, d'unité. C'est un peu comme si à notre naissance, on était complet. Imaginez un vase qui serait complet, ou enfin une forme ronde par exemple. Et là, on est à notre potentiel maximum, on a vraiment notre potentiel plein. C'est un peu comme si, et c'est une image que j'ai entendue, qui m'a quand même assez parlé, c'était l'image du miroir. Un miroir auquel il ne manque absolument aucun morceau. Cependant, au fur et à mesure des aléas de la vie, ce qui se passe, c'est que ce miroir, par exemple, c'est un peu comme s'il recevait des coups et que des fragments le quittaient au fur et à mesure. Et ces fragments qui s'éparpillent, qui partent, c'est un peu directement lié à notre force, à notre étincelle de vie, qui également s'effrite, s'amenuise. À cela, on ajoute aussi ce qu'on va entendre comme croyances plus ou moins limitantes, souvent limitantes d'ailleurs. De la même manière, ça va également avoir un impact sur notre valeur personnelle, sur comment on se voit, sur ce qu'on pense être possible
pour nous et pour ce qui est de nos capacités en ce qui concerne notre perception. Donc tout ça aura une influence sur la vision qu'on aura de nous-mêmes. Donc c'est une vision qui sera assez faussée parce qu'il va manquer des éléments au fur et à mesure de notre progression, de notre cheminement. Et ça va avoir cet effet d'amenuiser ce pouvoir personnel qu'on a. Et au fur et à mesure, on va constater que on est peut-être un peu l'ombre de nous-mêmes. On va peut-être avoir l'impression que il manque quelque chose, cette étincelle, il manque ce rayonnement. On peut avoir l'impression que il y a quelque chose en nous qui n'est pas totalement exprimé, qui n'est pas totalement utilisé. Parfois on en a conscience, parfois on sait que oui, il y a beaucoup plus en moi et je sais que la vie que je mène à présent n'est pas un reflet de ce que je sens être possible pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment de plus en plus souvent autour de moi, que ça soit des proches ou même de personnes que j'accompagne professionnellement dans le cadre de coaching. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus souvent. Et vraiment, dans la pyramide des besoins de Maslow, tout en haut de la pyramide, c'est vraiment cette actualisation. Et je pense que c'est vraiment à ça que les gens pensent quand ils ont l'impression qu'il manque quelque chose, cette mission de vie, avoir l'impression de vraiment se réaliser. Donc vraiment pour retrouver notre unité, retrouver notre force, retrouver notre identité, il y a vraiment plusieurs éléments. On va parler de 3 là immédiatement. Un des éléments, c'est vraiment de soigner nos blessures émotionnelles, les traumatismes, parce que imaginez, c'est un peu comme des petits fragments de ce miroir-là qui sont éparpillés quand on a des blessures de la sorte. Prendre conscience également de nos croyances limitantes, en prendre conscience, non seulement en prendre conscience, mais aussi faire un travail de se réapproprier en fait les croyances qui seraient plutôt positives, qui seraient plus constructives. Et on va aussi s'intéresser à nos peurs qui nous empêchent bien sûr d'aller de l'avant, qui nous mettent un peu dans un fauteuil de spectateur parce qu'on n'ose pas aller de l'avant, parce qu'on n'ose pas prendre des actions qui seraient, selon nous, les prochaines actions. Donc, plus on va recontacter ce pouvoir personnel et plus nous serons en mesure de vraiment avoir accès à cette lumière intérieure, à ce rayonnement qui va se faire de façon très naturelle sans qu'il y ait à forcer quoi que ce soit. Et vraiment, ce rayonnement, pour moi, c'est simplement notre lumière intérieure qui devient visible. C'est un peu comme si on a cette lumière intérieure tous, on l'a tous, et qu'il y avait des couches par-dessus qui ne permettaient pas que cette lumière puisse rayonner, puisse être visible, tout simplement. Donc ça, c'est encore une autre image, mais je pense que ça permet aussi de bien visualiser ce que ça peut être. Donc, il y a l'image du miroir que j'aime bien, mais aussi cette image de cette flamme, de cette étincelle qui est recouverte. Et c'est la même chose quand on a des croyances limitantes, quand on a des peurs ou quand on a ces blessures émotionnelles. Imaginons que c'est comme des couches qui viennent se mettre par-dessus cette flamme intérieure, par-dessus cette lumière. Et tout le travail intérieur qu'on fait a comme objectif de vraiment enlever toutes ces couches qui ne font pas partie de nous, qui n'ont absolument aucun intérêt, bien au contraire, qui nous retardent, qui amenuisent un peu notre pouvoir. Tout ça, tout ce travail intérieur, ça permet simplement de laisser cette lumière être vue, être visible par nous et par tous. Donc, comment faire ce travail de guérison? Tout à l'heure, je vous parlais de blessures émotionnelles qui étaient un des facteurs qui
causait un certain effritement de notre pouvoir personnel. Il y a une thérapeute qui s'appelle Lise Bourbeau qui a défini 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et tous, on a eu à en vivre certaines, 1, 2, 3. Et selon notre vécu, selon notre histoire, selon notre personnalité aussi, selon les ressources qu'on avait quand ça s'est produit, il y a des bleus, il y a des cicatrices que ça laisse, il y a un impact qui est évident. Qu'on en ait conscience ou pas, et même si on était très jeune et qu'on n'a pas de souvenir, il y a quand même un impact. Et cet impact-là, imaginez, c'est un peu comme ces fragments de miroir qui partent, qui sont éparpillés. Ou alors, c'est comme notre lumière, si vous préférez l'autre image, qui était recouverte par une couche. Et de nouvelles blessures vont occasionner encore une couche au-dessus de notre lumière. Donc, c'est sûr que plus on va être abîmé par la vie ou moins on aura de ressources, même si on a l'impression que ce n'était pas quelque chose de très sérieux. L'idée, c'est aussi l'interprétation qu'on a eu à faire d'un incident donné. Si par exemple, on a été abandonné, ou peut-être que c'était pas un abandon qui était vraiment voulu, peut-être que on était très jeune et que un de nos parents a oublié à quelle heure on terminait notre cours de danse et est arrivé peut-être en retard. Pendant ce temps d'attente, ce qu'on peut se dire en étant très jeune, c'est « Ah, maman m'a oublié, elle m'a abandonné. Là, je suis tout seul, je suis toute seule. Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, le fait qu'il y ait eu ce retard, l'interprétation qu'on va en donner, c'est « j'ai été abandonnée ». Mais après, s'il n'y a pas eu directement de manière de corriger cette interprétation qui a été faite, c'est un schéma qui est possiblement dans notre cheminement qui va peut-être rester. Et c'est un peu comme si il y aura cette attente que oui, les autres m'abandonnent. Donc, je simplifie, hein, bien entendu, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Alors, je vais aller encore plus loin, si vous permettez. Par exemple, si on a des croyances limitantes, là c'est le deuxième élément, la deuxième étape que j'avais mentionné. Les croyances limitantes, souvent elles reviennent de loin. C'est souvent de l'enfance c'est souvent à l'enfance que ça commence. On peut les appeler croyances fondamentales car elles sont tellement fortes qu'elles influencent directement nos pensées, nos émotions et vraiment ça va façonner notre vision du monde et aussi notre vision de nous-mêmes. Et c'est vraiment notre vécu qui va les déterminer. Par exemple, si on a une piètre opinion de nous-mêmes, même si on fait un relooking, qu'on change de coiffure, qu'on change sa garde-robe, qu'on perd du poids, cette estime de nous ne va pas tellement être impactée par ces éléments extérieurs qui vont être différents. Il faudra quelque chose de bien plus profond pour vraiment transformer ces croyances-là, ces schémas que nous avons et puis cette image que nous avons de nous-mêmes. Si, là je parlais de la blessure d'abandon précédemment, mais effectivement, si inconsciemment on se dit qu'on va être abandonné, qu'on nous laisse toujours tomber, c'est un impact qui va se faire sentir aussi sur la vie amoureuse.
On va peut-être avoir plus de mal à être dans une relation qui va être dans la durée. Il y aura cette attente que la personne va partir et c'est possible que ça se fasse. C'est pareil en amitié. Si on attend également que les gens nous abandonnent, partent, c'est un cercle d'amis qui se restreint avec des personnes qui quittent notre sphère. J'aime pas généraliser, mais c'est important pour moi de vous donner des exemples quand même assez clairs. Et je vous invite à penser à votre vie, à votre cheminement et à vraiment commencer à faire attention, peut-être même écrire ce que vous savez déjà de vous, de ce qui serait des croyances limitantes, ce que vous attendez. Si par exemple vous vous dites, même si vous ne le mentionnez pas de manière, de manière forte, mais vraiment prendre conscience de nos pensées, parce que c'est cette petite voix-là, c'est ces petits messages, c'est ça nos croyances limitantes. Et parfois, c'est des choses qui vont nous paraître anodines, qui vont sembler ne pas tellement avoir d'importance. Mais à force de les entendre, à force de vraiment avoir ces messages encore et encore, c'est comme si ça devenait la réalité. Alors, on va également s'intéresser à la petite voix de l'auto-sabotage. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et cette petite voix-là, parfois, c'est tellement insidieux, ou ça fait tellement longtemps qu'on n'y fait même plus attention. On a l'impression qu'effectivement, c'est la vérité. Si par exemple, c'est en se regardant dans le message, on se dit ah, oh là là, qu'est-ce que t'es grosse, ou qu'est-ce que t'es moche, ou pendant une conversation, dans une réunion, on se dit ah, de toute façon, ça sert à rien de lever la main, t'as jamais rien d'intéressant à dire. Donc, c'est sûr que à force de se répéter ce genre de message, on va avoir du mal à oser et on va laisser les choses se passer, voilà, tout simplement. Donc ce que je vous invite vraiment, c'est d'écrire à chaque fois que vous avez conscience d'une certaine croyance limitante qui serait venue comme une pensée ou comme même au cours d'une conversation, comme une parole. Prenez le temps d'écrire et puis dites-vous quelle est la vérité sur, sur cette croyance-là. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, vous pouvez vous faire accompagner. C'est assez dur de le faire soi-même, surtout si c'est quelque chose qu'on a entendu pendant longtemps et que, à notre sens, c'est devenu la réalité. Donc n'hésitez pas à consulter des professionnels. N'hésitez pas non plus à demander autour de vous à des gens qui vous aiment bien ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils pensent être vraiment spécial à votre propos. Et vous pouvez vraiment être surpris de réaliser que finalement les gens vous voient différemment. Ils vous voient avec des yeux beaucoup plus bienveillants, ils vous voient avec des yeux beaucoup plus généreux. Et n'hésitez pas à leur demander de partager avec vous de manière régulière, même si vous ne le demandez pas, qu'ils ont la permission, dites-leur vraiment qu'ils ont la permission de vraiment vous complimenter pour que vous entendiez de manière assez régulière des messages différents. Voilà, donc je vous invite vraiment à le faire également. Le Cercle des Cariatides est une émission qui est centrée sur les femmes. On s'intéresse à des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous, mais c'est vraiment pour vous proposer de nouvelles pistes de réflexion qui vont bousculer les préjugés, sortir des sentiers battus et vraiment vous donner à réfléchir. Alors là, on s'intéresse à comment se réapproprier notre pouvoir personnel, comment avoir accès à cette souveraineté qui nous permet de vraiment mener à bien notre mission de vie, nos rêves et qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. On s'est intéressé à différents éléments
qui effritent notre pouvoir personnel, notamment les blessures émotionnelles, les fausses croyances limitantes et également les peurs. Alors là, on va s'intéresser plus particulièrement à nos peurs. Comment vaincre nos peurs? La peur, c'est une émotion particulièrement puissante et personne n'y échappe, hein, peu importe l'âge. Depuis très jeune, on a à faire face à nos peurs. Et même quand on a de l'expérience, qu'on est adulte, on a encore à faire face à nos peurs, dans tous les domaines d'ailleurs. Et chacun va y aller à sa façon. Pour certains, on va éviter, d'autres vont y aller de manière frontale et puis vraiment les affronter, oser et puis se dire même pas peur. Donc vraiment, chacun son style. Mais comment vaincre nos peurs et surtout même pourquoi vaincre nos peurs? Alors comme j'ai partagé avec vous tout à l'heure, l'idée c'est que nos peurs effritent ce miroir, cette métaphore du miroir que je vous ai exposé tout à l'heure. C'est un peu comme des fragments de notre miroir, de ce miroir qui partait, ou encore cette image de notre lumière intérieure. C'est un peu comme des couches qui viennent se mettre sur notre lumière et qui empêchent qu'on puisse vraiment rayonner, qu'on puisse être pleinement nous-mêmes. Donc c'est important de trouver des manières de vaincre nos peurs. Bien entendu, il ne s'agit pas de vaincre d'affronter des peurs qui seraient totalement déraisonnables, qui seraient même dangereuses. Non, absolument pas. Mais des peurs qui seraient pour des choses qui sont importantes pour nous, qui vont faire une différence dans notre vie, qui vont vraiment nous permettre d'aller de l'avant. Oui, ça c'est important. Ça vaut la peine de trouver comment vaincre ces peurs-là. Par exemple, la peur de parler en public, c'est une peur qui est particulièrement commune à beaucoup de personnes. Ça, c'est une peur qui vaudrait la peine de chercher à vaincre, ou la peur de parler à des personnes qu'on ne connaît pas, même si c'est dans une sphère très privée, très restreinte, ou la peur d'exprimer ses émotions. Toutes ces peurs-là, oui, ça vaudrait la peine de chercher à aller au-delà, parce que ça va agrémenter notre vie, ça va rendre notre vie plus pleine, plus colorée, plus vibrante. Donc c'est une émotion très puissante, la peur. Si vous remarquez, pendant ces moments-là, notre corps se rétracte et ce qui devient vraiment évident, c'est cette souffrance. C'est important de vraiment réaliser que parfois, comme je disais, il y a un tract qui est positif, qui nous permet aussi d'aller de l'avant, surtout quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y aura ce tract, et ça, il faut vraiment l'accueillir, parce que c'est aussi ça qui nous donne cette adrénaline, qui nous donne ce boost de vraiment faire quelque chose qui a de l'importance. Et c'est aussi se dire, j'ai ce trac-là parce que c'est un moment qui est important pour moi. C'est un rendez-vous qui a de l'importance, qui a de la valeur. Voilà. Et donc ça, c'est un trac qui est positif. Et il y a des peurs qui sont plus chroniques, qui reviennent de manière très régulière. La peur d'être peut-être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, d'être trahi, tout ça, ça fait écho à ces blessures de l'âme qu'on a évoquées précédemment. Et ça fait aussi écho à nos croyances, à comment on voit la vie, comment on se voit, comment on perçoit notre estime de nous, notre amour propre, par exemple. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels, parce que certaines peurs sont vraiment faciles à résoudre pour permettre d'aller de l'avant. Donc, si
cela vous parle, euh, ça vous donne déjà des éléments importants pour vous réapproprier ce pouvoir personnel. Donc, prendre le temps de faire cette guérison de nos blessures émotionnelles ou traumatismes, prendre le temps de comprendre quelles sont nos croyances limitantes et puis faire un changement réenregistrer des messages différents pour notre système, des messages qui seraient plus positifs, plus constructifs pour nous, et puis vaincre nos peurs en ayant vraiment à cœur de les affronter quand ce sont des peurs qui nous bloquent vraiment pour des choses qui sont importantes, qui peuvent vraiment faire une différence pour nous. Et bien sûr, ça nous permet d'avoir cette paix intérieure. Et quand on a cette paix intérieure, cette sérénité, c'est aussi une façon de se réapproprier notre pouvoir personnel. Parce que quand on se sent en paix, quand on se sent serein ou sereine, on a vraiment l'impression d'être complet d'une certaine façon, que tout est en place. Voilà. Pour ce qui est de se réapproprier notre pouvoir personnel, il y a également un élément qui est important, c'est que tout ce qu'on va transformer de l'intérieur va être observable, va être visible de l'extérieur. Donc, peu importe la situation, peu importe le contexte, toutes ces guérisons-là, tous ces changements qu'on va réussir à faire par un travail personnel sérieux, ça va permettre de libérer nos émotions, ça va permettre une renaissance, ça va permettre des croyances en nous qui nous propulsent vers l'avant. Et c'est vraiment en se libérant de ces blessures-là, de ces peurs, de ces croyances, qu'on retrouve cette liberté-là. Et également par ricochet cette puissance personnelle. C'est une vraie renaissance. C'est vraiment comme devenir une nouvelle personne. Parce que vraiment, notre pouvoir personnel, c'est notre puissance sur les choses, c'est notre puissance sur cette capacité à décider pour nous, à mener à bien notre mission de vie, oser rêver et aussi réaliser nos rêves, avoir vraiment les ressources qu'il faudrait pour cela. Alors, j'espère que cela vous a permis d'avoir quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous contacter, à nous dire un peu si vous tenez compte de ces conseils, ce qu'il advient après, comment est-ce que ça change certaines situations que vous vivez. Ça serait super intéressant de recevoir votre feedback par SMS, ou alors vous pouvez nous envoyer des messages sur notre compte Instagram également pour nous donner un feedback. Ça va être vraiment apprécié de savoir qu'on fait une différence, parce que c'est vraiment l'intention de cette émission. Je vais vous donner encore d'autres clés pour se réapproprier notre pouvoir personnel. C'est imaginer que se réapproprier son pouvoir personnel, c'est un peu comme s'autoriser à être soi. C'est comme s'autoriser à faire ce qui semble juste pour nous. Et se donner la permission de vraiment être le maître ou la maîtresse des prochaines étapes qu'on prend. Souvent, autour de moi, je discute avec des gens que j'apprécie, et parfois on me dit: mais tu penses que je devrais faire quoi dans cette situation? Et je suis toujours très prudente. Je pense que les réponses, on les a tous en nous, et qu'il faut s'autoriser à les entendre, et puis à vraiment prendre des actions dans ce sens-là, faire des actions dans ce sens-là. Et donc, souvent,
Là, je parle d'une sphère, privée, hein. J'invite les gens à vraiment, s'autoriser à, avoir conscience de ce qu'ils veulent vraiment faire. Parce que souvent, on sait ce qu'on a envie de faire, mais le fait de poser la question, c'est un peu comme avoir envie d'une validation, avoir envie d'une permission d'une tierce personne pour faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et donc, ce que je fais souvent, c'est de demander, mais qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce que tu sens être vraiment la prochaine étape pour toi? Et une façon d'avoir accès à son pouvoir personnel aussi, c'est de sentir que on a l'impression qu'on n'a pas besoin de demander l'avis des personnes qui nous sont chères, qu'on est à même de ressentir quelle est la prochaine étape à faire et aussi d'y croire. Et aussi de se dire oui, si c'est ce que mon intuition me guide à faire, de faire, c'est certainement la prochaine étape pour moi. Bien entendu, quand c'est des décisions importantes, souvent on est les seules personnes à avoir tous les éléments pour pouvoir vraiment prendre une décision qui serait réfléchie, qui serait vraiment avisée. Parce que les personnes en qui on a confiance, c'est vrai, même si ces personnes-là nous aiment et nous veulent du bien, ces personnes n'auront pas forcément tous les éléments en notre possession et parfois tous les éléments, ça veut aussi dire des éléments qui seraient très tangibles, mais aussi des éléments qui seraient plus intuitifs, plus subtils. Et ça, personne ne peut vraiment avoir toutes ces informations-là pour nous. Donc, c'est sûr, c'est rassurant d'avoir l'aval de quelqu'un, mais à chaque fois qu'on a l'impression qu'on doit avoir l'autorisation de quelqu'un d'autre, c'est un peu comme un petit signal d'alarme pour nous rappeler, bon, attention, là, tu es en train de vraiment attendre la permission de quelqu'un d'autre, mais vraiment, est-ce que tu n'as pas déjà une petite idée de ce que tu veux faire? Est-ce que tu n'as pas déjà une petite idée de ce qui te ferait vraiment plaisir, de ce qui serait vraiment une façon pour toi d'être en paix? Voilà. Donc vraiment se poser ces questions-là et souvent on sait et la plupart du temps on sait, on le sent. Souvent on n'ose pas honorer ces réponses-là, mais très souvent, on les a. Et le fait de les honorer, c'est aussi une façon de se réapproprier notre pouvoir personnel. Bien entendu, dans des domaines qui seraient particulièrement techniques, particulièrement pointus, dans lesquels on n'aurait pas particulièrement d'expérience, oui, bien sûr, c'est important de demander l'avis de personnes compétentes, professionnelles, pour faire les bons choix. Mais là, vraiment, je parle de choix de vie qui seraient liés à nos rêves, qui seraient liés à notre mission de vie. Pour ça, parfois on a des réponses déjà en nous, on a toujours des réponses. Maintenant, il s'agit simplement de les extraire, de les honorer également. Et puis, on nous a souvent, hein, dans beaucoup de cultures, hein, on nous a souvent inculqué qu'il fallait rester dans le moule pour ne pas être jugé, pour ne pas être critiqué et pour ne pas faire de vagues, pour ne pas attirer l'attention, ne pas poser trop de questions, ne pas s'insurger, cacher ses émotions, rester assez neutre. Ça sont des messages que beaucoup ont certainement reçus. Et quand c'est le cas, c'est un peu comme donner son pouvoir à l'autre, son pouvoir personnel à l'autre. Quand on se dit qu'il faut faire ce qui est attendu de nous, ne pas voilà, faire de vagues. Et à chaque fois qu'on prend conscience qu'à ce moment précis, on est en train de remettre notre pouvoir personnel à une tierce personne, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà une petite victoire. Et je vous invite vraiment à célébrer toutes les victoires, peu importe. Il y a pas de petites victoires, toutes les victoires comptent. Et c'est vraiment cette accumulation de victoires, micro-victoires, macro-victoires, peu importe. Mais cette accumulation-là, c'est ce qui nous permet d'être propulsés vers l'avant. Et faut pas attendre
de faire, qu'il y ait des transformations, extraordinaires qui chamboulent tout. Non, non. Généralement, c'est, à petite dose. C'est vraiment, à chaque fois qu'on fait un tout petit pas et à chaque fois qu'on a ce courage de faire quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire, quelque chose qui serait, peut-être en dehors de notre zone de confort. Et d'ailleurs, la magie, souvent, dans notre vie, la magie des moments, la magie, enfin la beauté des choses, de ce qui est vraiment possible, ça se trouve souvent à l'extérieur de notre cercle de confort, de notre zone de confort. Et vraiment, moi, ce que je vous encourage, c'est d'avoir ces petits moments-là de célébration, ces petits moments de gratitude, à chaque fois que vous prenez conscience que vous avez fait une action différemment, malgré la peur, malgré les croyances limitantes, malgré la petite voix qui vous dit mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ou alors les proches qui vous disent que c'est une idée qui n'a absolument aucun sens. Mais quand vous ressentez que non, ça a du sens pour moi, au fond de moi, je sens que je dois aller dans cette direction-là. Si vous faites un pas dans cette direction-là, même un tout petit pas, même un tout petit pas, c'est une célébration et je vous invite vraiment euh, à célébrer cela. Ça peut être une célébration comme vous faire un bon repas ou bien vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir ou mettre de la musique et puis danser, mais vraiment marquer le coup d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est aussi comme ça qu'on reconstruit des chemins neuronaux différents en validant vraiment ces expériences-là et ça permet d'en avoir encore plus. Alors, j'espère que ça vous permet de penser à comment dans votre, dans votre cheminement propre, comment intégrer ces différents conseils-là, ces différentes clés. Donc, pour ce qui est de la réappropriation de notre pouvoir personnel, il y a également, et là je vais l'appeler avoir conscience du flot de la vie, avoir conscience de nos connaissances, avoir conscience de ce qu'on a déjà accumulé comme savoir, comme force, comme talent, et intégrer tout ça et se demander comment euh, trouver notre voie, comment trouver une voie qui nous permettrait de vraiment utiliser tout ce qu'on sait déjà faire et aussi tout ce qui nous fait plaisir. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux que ce que d'autres feraient, mais ça correspondrait simplement à nos forces, ça correspondrait à notre vérité. Et c'est une façon vraiment d'exercer notre autorité propre pour notre souveraineté également. Et bien entendu, chacun sa vérité, chaque vérité est valide, mais commencer par prendre conscience de notre vérité à nous. Et ça, on peut aussi pratiquer, prendre conscience de notre vérité. C'est aussi euh, se poser les questions quand on entend une conversation et puis se dire mais qu'est-ce que je pense vraiment? Ou alors est-ce que je dis ça parce que c'est ce que j'entends souvent, parce que c'est ce que les gens disent en ce moment ou parce que j'ai entendu ça quand j'étais jeune? Mais vraiment se poser la question, mais au fond, qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Et vraiment prendre le temps d'être à l'écoute aussi de notre corps, parce que même quand on n'a pas des réponses intellectuelles, on peut avoir une réponse somatique qui ressemblerait par exemple à peut-être une chaleur dans notre corps, ou bien on va sentir qu'on se contracte. Donc, vraiment prendre conscience aussi de comment notre corps réagit. Et c'est aussi un accès pour nous pour trouver notre vérité. C'est aussi un accès pour nous pour trouver notre authenticité. Et le fait d'honorer cela, plus on le fait et plus on se réapproprie notre pouvoir personnel. Et c'est particulièrement précieux quand on peut le faire.
Il y a différentes manières aussi d'avoir accès à notre pouvoir personnel. Ça peut être une manière qui serait peut-être plus masculine, avec une énergie plus masculine. Une énergie qui serait plus masculine, c'est se fixer des objectifs, c'est vraiment être dans le faire, c'est vraiment être dans l'action, dans la logique, dans la stratégie, dans l'analyse. Ça, c'est un style qui serait masculin. Et c'est intéressant. Ça a son intérêt. Et on peut utiliser cela, se fixer comme ça des objectifs, être dans l'analyse. On peut aussi utiliser une manière féminine qui serait vraiment dans l'être. Prendre conscience de, comme je disais tout à l'heure, comment on se sent à un moment précis. Ça serait vraiment une façon de se réapproprier son pouvoir d'une manière féminine. Faire attention à son intuition, être vraiment dans l'être, fermer les yeux, méditer, prendre conscience de nos désirs. C'est tout ça, être plus intériorisé, plus dans l'être, tout simplement. Ça serait plus des manières de nous réapproprier notre pouvoir personnel d'une manière plus féminine. On peut faire un peu des deux. Et d'ailleurs, chaque façon a son intérêt. Et il s'agit, selon moi, de trouver un équilibre. A priori, un équilibre des deux, peu importe notre genre, serait le plus approprié, selon moi, selon les circonstances. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses que j'aimerais vous partager. Donc voilà, quelques pistes pour résumer ce qui a été partagé. C'est donc cette remise en question de nos croyances, cette remise en question de notre perception de nous, la guérison des blessures émotionnelles, des traumatismes, vaincre ses peurs, explorer ses désirs, explorer ses rêves, ses envies, utiliser des manières masculines ou féminines de vraiment se connecter à ce qui est important pour nous et puis vraiment honorer nos ressentis, honorer nos perceptions et voilà, avancer et célébrer nos victoires, célébrer à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous propulse vers l'avant, sans se juger. Vraiment, je vous invite à être très bienveillant avec vous, très doux avec vous. C'est un cheminement qui, c'est un marathon. C'est vraiment sur la durée. Il ne s'agit pas de faire un sprint et puis d'épuiser toutes nos ressources. Il s'agit vraiment de se préserver et surtout de faire le cheminement, voilà, et d'arriver à destination. Le Cercle des Cariatides est une émission qui est centrée sur les femmes. On s'intéresse à des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous et on vous propose des pistes de réflexion pour aller encore plus loin. C'est toujours des sujets très intéressants. On s'est intéressé il y a quelques minutes à comment se réapproprier notre pouvoir personnel. Et là, on va s'intéresser à un sujet qui est d'actualité. C'est comment est-ce que les restrictions qui sont liées à la pandémie de Covid-19 creusent les inégalités de genre. Alors, des études attestent que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 affectent plus durement les femmes. Et bien souvent, ce sont elles qui vont jongler entre télétravail, devoirs et de surcroît les tâches ménagères. Et ce sont aussi elles qui passent en activité partielle lorsque mener toutes ces activités de front devient particulièrement un défi. Et la pandémie a aussi mis un coup d'arrêt à la croissance de la participation des femmes au marché du travail dans certains pays plus que dans d'autres, même si l'impact est bien plus limité en France, en Europe notamment, qu'aux États-Unis, où là, on voit vraiment un changement quand même plus important dans les chiffres. Et le constat est assez variable sur le plan international.
Donc, ce troisième confinement en France, c'est considéré comme un nouveau coup dur hein, pour beaucoup de mères, en France comme ailleurs. J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de mamans. Et ça affecte aussi plus les jeunes mamans peu diplômées, mais c'est vraiment un phénomène qui est encore plus marqué aux États-Unis qu'en Europe parce que il y a beaucoup moins d'aide pour les enfants. Il y a beaucoup moins d'aide pour tout ce qui est service. Alors, pour les parents et surtout pour les, euh, les mères, tout ce qui est logistique, une fois qu'il y a confinement et que les écoles sont fermées, c'est aussi que faire des enfants durant ces longues journées. Donc il y a des angoisses que ça peut engendrer. Et puis le fait aussi d'avoir à mener de front sa carrière professionnelle, ses rendez-vous, ses appels en téléconférence et tout, s'occuper des devoirs, s'occuper aussi des tâches ménagères, tout ça, ça rend le processus assez compliqué pour pas mal de mères. Et ce qui se passe aussi, c'est que en termes de chiffres, sur les 9 premiers mois de 2020, par exemple, le taux d'emploi des femmes a plus chuté que celui des hommes dans l'Union européenne. Par exemple, dans le détail, il a baissé de 21% pour les femmes peut-être peu éduquées, âgées de 20 à 24 ans, contre 15% pour les hommes. Et pour les 25 à 29 ans, peu diplômés, c'était de 24% pour les femmes et 18% pour les hommes. Encore une fois, le constat est vraiment très variable selon les pays. Et ça, c'est l'agence Moody's qui donne ces chiffres-là. Et c'est un recul qui est aussi particulièrement marqué dans des pays comme l'Italie, où là, le taux, par exemple, d'activité des femmes était déjà l'un des plus bas en Europe. C'était 59,2% de femmes actives contre 74% de femmes actives en France. Donc il y a déjà une disparité selon les pays, comme je le mentionnais tout à l'heure, et 84% en Suède. Voilà. Donc ça, c'est le pourcentage de femmes qui sont actives. Donc il y a un lien qui est particulièrement évident entre la générosité du soutien aux familles, en particulier les dépenses publiques pour la garde de la petite enfance, ainsi aussi que les dispositions qui permettent un long congé parental et aussi un taux de participation féminine au marché du travail qui serait élevé. Donc ce rapport montre, c'est l'agence de notation Moody's, donc ce rapport montre vraiment cette corrélation entre les pays et puis les systèmes sociaux qui sont en place. Alors, aux États-Unis, par exemple, j'ai perdu mes petites notes. Aux États-Unis, par exemple, où la situation est encore plus inquiétante, le taux de participation féminine dans la vie active ne dépassait pas les 30% après la Seconde Guerre mondiale. Et en 99, ça a culminé à 60%. Et depuis 99, ça n'a cessé de chuter. Donc, par exemple, en février 2020, avant le premier confinement, il était de 57,8%, puis il est tombé à 54,6% en avril 2020. Donc, aux États-Unis, on voit vraiment une chute. C'est vraiment très, très, très clair. Et ce sont des chiffres qui ne vont pas dans la direction escomptée. On voudrait que les chiffres soient différents très rapidement. En mars 2021, ces chiffres étaient remontés à 56% seulement. Donc, il y a vraiment un effet de la pandémie sur l'activité professionnelle des femmes. C'est vraiment très fort. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que finalement,
le confinement, c'est aussi un révélateur des inégalités qui structurent la vie familiale. Et ces inégalités-là sont encore plus fortes dans des structures familiales qui étaient déjà plus fragilisées, dans lesquelles il y avait déjà peut-être plus de précarité ou plus d'instabilité, où les mamans étaient peut-être moins diplômées. Donc tout ça aussi, ça compte pour les femmes qui sont des femmes professionnelles dans la vie active, qui sont diplômées, qui euh, ont un bon emploi. En général, il n'y a pas tellement d'impact, il n'y a pas autant d'impact en tout cas pour les chiffres. Et puis aussi, bien entendu, cohabiter 24 heures sur 24 pendant le confinement, puis poursuivre, bon gré, mal gré, ce huis clos là, en l'absence de l'école. Pour de nombreuses familles, c'est vraiment pas facile du tout. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est un résumé qui, qui a été partagé par un sociologue de la famille qui s'appelle François de Singly. Il a dit qu'en fait, les femmes n'ont plus le temps où elles peuvent être, où elles peuvent n'être ni épouses ni mères. Et le fait de partir travailler, c'était vraiment ce moment sacré, ce moment où elles avaient du temps juste pour elles, ni mère ni épouse, juste elles-mêmes. Et le fait de ne plus avoir accès à cet espace-là, à ce temps juste pour elles, ça a vraiment changé la donne, ça a changé aussi leur bien-être. Ça a eu vraiment un impact. Et bien sûr, chacun d'entre nous va réagir de manière différente à un confinement. Donc on ne peut pas parler de réaction des familles dans un sens plus large. Ce sont des réactions qui sont multiples. Et pour tenter de répondre, c'est vraiment que ça va être décliné par individu, par type de relation conjugale et entre les parents, et entre les enfants. Et bien entendu, c'est un impact qui est très varié. Alors, je vous propose qu'on fasse une pause, mais une pause vraiment pour le reste de l'émission, sur cette note-là, sur le travail qui reste à faire, sur les femmes, sur l'activité professionnelle. Je vous invite à mettre en œuvre toutes ces clés qu'on vous a proposées pour vous réapproprier votre pouvoir personnel. On va se retrouver mercredi prochain à la même heure, à 17h sur IRM.radio, pour des actualités et pour des thèmes encore plus alléchants. À très bientôt, bonne journée, au revoir.